On va commencer avec Nico, puisqu'on parle de futur, de complot, de McFly et tout ça. Bah, je pense que c'est à toi de te lancer. Et Je te oui, laisse parce la que parole. exactement, en fait, c'est exactement ce sujet, donc tu l'as très 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 bien amené, parce que ma chronique du jour, bon, elle va être un petit peu longue, je vous préviens, mais j'espère qu'elle va vous intéresser, parce qu'on va parler d'un sujet de société assez complexe, donc on va un peu Yes. effleurer le sujet. On va parler aujourd'hui d'archéologie et conspirationnisme. Ouh. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis chaud bouillant personnellement. Est-ce que tu mettrais le générique d'X-Files? Oh oui, oui, oui. Bon alors du coup on va parler de tout un tas de choses qui circulent surtout sur internet, de courants de pensée qui sont assez virulents quelquefois, on va pas se mentir, qui opposent un peu une vision fantasmée de l'archéologie avec la réalité. Du coup on va voir également que ce courant en fait il a des origines qui sont assez anciennes finalement, et qui sont parfois aussi peu reluisantes. Donc du coup l'archéologie, je pense que vous avez un petit peu tous une idée de ce que c'est, ça a toujours été la source de fantasmes en tout genre aussi. Dans la culture populaire, on peut citer par exemple Indiana Jones, Tomb Raider ou Stargate, comme des fictions qui développent des visions, disons, particulières de l'archéologie. Donc par chance, que ce soit Marc ou moi-même, en fait on a fait des études dans ce milieu. C'est vrai. Je vais peut-être commencer à briser des mythes, Marc aussi, mais je vais vous avouer qu'on ne nous apprend ni à nous battre, ni à manier des flingues, et on possède pas non plus de secrets inavouables sur des civilisations extraterrestres qui pourraient remettre en cause les origines de l'humanité. Je sais pas Mais si peut-être qu'on ment là, ça se trouve. Hein. peut-être qu'on ment, tout à fait. Peut-être qu'on ment. Ça, c'est. On sait Peut-être pas. qu'on est directement dans le complot dès à présent. Peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que on fréquente aussi des gens qui sont dans ce milieu-là, et quand on sort de master ou de doctorat, on n'est pas non plus approché par des sociétés secrètes, donc désolé, on prise un autre mythe, mais qui dirigent le savoir de l'humanité dans l'ombre, et on n'a pas non plus accès à des connaissances mystiques sur les anciens. Donc Oui, mais pour alors, faire simple... Quelles sont tes preuves là-dessus? Pardon, Alors là, j'arrête. il va falloir se baser sur nos témoignages et nous faire confiance. Autrement dit, du coup, pour un complotiste, ça ne vaut absolument rien, du coup. C'est ça le problème. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, on nous parlait... t'écoutons, il y a beaucoup d'archéologues, je pense, qui nous écoutent parmi nos auditeurs. Enfin, Oui, en oui. partie, je pense. Après, vous pouvez mettre dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on a tort? Est-ce que vous pensez qu'on C'est vous qu'on ment? a raison, on peut Vous mettre un pensez qu'on a débat. Exactement, et plus vous commentez, on verra le plus de commentaires qui arrivent à une conclusion. Yes. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. C'est clair. Donc, pour faire simple, tout ce qu'on a évoqué avant, c'est de la fiction, et la fiction, ça reste de la fiction. Bien évidemment. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas bénéficié par exemple de formation en sciences humaines ou qui sont pas vraiment familières avec le domaine de la recherche scientifique, il est parfois peut-être un peu difficile de se détacher de ces notions. Et puis soyons honnêtes, entre nous c'est quand même super attirant de se plonger dans des thèses alternatives sur l'histoire de l'humanité et de suivre aussi des personnes qui se disent détentrices de connaissances allant un peu à contre-courant des idées établies. J'ai envie de dire c'est anti-système, tu vois, c'est tellement anti-système, t'as envie d'y croire. Mais c'est vrai que pour les moutons du système, donc vous l'aurez compris, c'est nous. En fait, il s'agit de théorie du complot. Et du coup, on s'aperçoit pas Je vais adorer que... cette chronique. Comment? Je sens que je vais adorer ta chronique. Je t'ai dit, il y a un petit peu de sel. C'est parfait. Mais du coup, nous, vu qu'on est des moutons, on s'aperçoit pas que les archéologues, ils peuvent défendre bec et ongle leur statut, leur réputation, et peut-être aussi que certains font vraiment de la rétention d'informations pour protéger les institutions officielles. Bon alors, avant qu'on parte plus loin, on va un peu reprendre doucement avant de s'égarer totalement. Pendant mes études à la fac, je me rappelle qu'il y a quelques-uns de mes contacts sur les réseaux sociaux qui partageaient un documentaire qui s'appelle La Révélation, des pyramides. Ah bah oui. Oh non, putain. Vous connaissez un peu? Non, pas du tout, non. Alors souvent, quand ils partageaient, il y avait un statut qui accompagnait du genre « Waouh, ce que je viens de voir, c'est fantastique, ça vient de bouleverser ma vision du monde, il faut que le plus de personnes puissent avoir accès à ça. » Ou encore « Pourquoi l'archéologie ne se penche pas sur ces sujets? Ce documentaire, lui, il fait enfin bouger les choses. » Est-ce que vous avez vu de ce genre de choses sur les réseaux? Oui, bien sûr. Moi, je me souviens surtout de Squeezy qui en a parlé et qui avait fait une vidéo. C'est vrai, il disait qu'il était trop fan. C'est clair. Ouais, il avait fait brûler les oreilles de tous les vulgarisateurs scientifiques de l'internet français, C'est vrai qu'il y avait dont une les petite miennes.
Mais du coup, je continue mes anecdotes, hein, parce que Vas-y. au final, j'ai tout un bon stock d'anecdotes sur ça. En soirée, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui viennent me voir, hein, que je connais de près ou de loin, et qui me disent « Ouais, tu fais de l'archéologie, c'est trop cool !» Dis, tu trouves pas qu'il y a des trucs un peu bizarres dans l'archéologie ? Moi, je trouve que c'est un peu étrange qu'il y ait des pyramides en Égypte et en Amérique du Sud. Et soyons francs, comment des hommes ont pu construire tout ça avec leurs petits outils, sans grue ni ingénieurs modernes ? Et même nous, on pourrait pas le faire à notre époque. D'ailleurs, je te conseille de voir un super documentaire à ce sujet qui s'appelle La révélation des pyramides. Donc plus récemment, hein, anecdote un peu plus récente, donc j'avais une collègue qui était passionnée par les Incas et les civilisations précolombiennes, et ça tombe bien parce que moi j'ai écrit un mémoire dessus, donc du coup on peut échanger pas mal de trucs, mais rapidement il y a une question qui arrive, et elle me dit mais tu penses pas qu'il y a des trucs qui restent inexpliqués ? Et, bah si, répondis-je, c'est ça qui est fascinant dans l'archéologie, c'est qu'il reste encore tellement de choses à découvrir. Et du coup elle me dit qu'il y a un documentaire qui lui a ouvert les yeux, et qu'elle adhère totalement aux idées qui y sont développées. Et ce documentaire, vous l'aurez deviné, c'est encore... C'est pas la malédiction des pyramides? Oh, tu étais presque. C'est la révélation, je crois, non? Et oui, c'est bien encore la révélation des pyramides. Ah là là. Et donc du coup, de quoi parle ce documentaire ? Donc est-ce que vous l'avez déjà vu, vous ? Non, j'ai vu des extraits et j'ai vu plein de debunks, Ouais, mais pareil. j'ai jamais vu en entier. Pareil. Ok, eh ben figurez-vous que je l'ai vu. Alors je l'ai pas revu pour faire cette chronique, hein, je l'avais vu il y a un Faut petit pas moment exagérer, déjà, quoi. quand c'était un peu la hype, pour avoir une idée de ce que c'était, tu sais, me faire mon propre avis, quoi. Du coup, donc de quoi ça parle ? Eh bien sur la forme déjà, on peut dire qu'il est pas mal. Hein. Il est assez dynamique, il capte facilement l'attention du spectateur par sa mise en scène, ses images, sa musique. Donc ça c'est un peu pour les bons points. Sur le fond par contre, on peut dire que c'est un catastrophique méli-mélo d'idées qui frôlent l'obscurantisme, hein, l'ésotérisme, beaucoup aussi de préjugés et de virulence à l'égard d'une archéologie officielle qui n'avait jusque-là rien demandé. Donc il y a des gens sur internet, comme tu disais Marc, qui détaillent très bien ce qui va pas dans le film, hein, qui font des debunks, qui arrivent à bien argumenter sur chaque point qui va pas. Donc je vais pas rentrer dans l'analyse du documentaire, mais voilà, un petit résumé quand même. Hein. Donc les créateurs du documentaire, ils se basent sur des éléments matériels et factuels de diverses civilisations, et ils vont appuyer sur le fait que ces éléments sont mystérieux et étranges. Donc ces éléments, ils sont volontairement sortis de leur contexte pour qu'ils nous paraissent encore plus bizarres, hein, souvent dans leur fabrication ou dans leur destination, leur fonctionnement. Donc ça peut être des constructions qui sont faites de pierres gigantesques, comme les pyramides d'Égypte, ou alors le Machu Picchu. Ça peut être aussi des objets aux formes inhabituelles, et des parallèles aussi un peu douteux entre des sites archéologiques qui sont pourtant très éloignés géographiquement ou dans le temps. Et pareil aussi, des fois, ça va jouer sur une iconographie qui semble se retrouver chez plusieurs civilisations. Donc l'essentiel du sujet, il porte sur la pyramide de Khéops à Gizeh, où par des calculs aussi complexes qu'inutiles et de nombreuses approximations, les auteurs, en fait, ils veulent nous prouver qu'elle contient un message secret. Et ils sont les seuls à l'avoir découvert. Vous vous rendez compte quand même ? Ou alors peut-être que nous on le sait et qu'on le cache. Non, peut-être. Mais c'est pas les Goa'uld qui avaient enfoui un message dans la... Faut pas le dire, malheureux, vite, attention, non. Alors, donc ce message, il serait destiné aux gens du futur, donc c'est-à-dire nous. Mais c'est pas tout, parce que la complexité de la pyramide et d'autres monuments qui lui répondent dans le monde, qui répondent aux mêmes caractéristiques, prouvent toujours, selon les réalisateurs, qu'ils sont l'œuvre d'une autre civilisation que celle dont l'archéologie les attribue habituellement. Donc, sont-ce les extraterrestres ? Sont-ce les Atlantes ? Les Atlantes, ou mieux des Atlantes de l'espace. Alors pareil, vous pouvez voter dans les commentaires si vous voulez que ce soit les extraterrestres, Réponse A, les Atlantes ou réponse B, autres. les Atlantes. Soyez créatifs. Parce qu'en fait, le documentaire, il reste volontairement vague sur le sujet. En fait, on est dans une rhétorique complotiste primaire, c'est-à-dire on va poser des questions sans apporter de vraies réponses. Et surtout, on va dire qu'il y a des trucs inexplicables et que la vérité, elle est donc cachée, ou ailleurs. Le spectateur, il peut donc spéculer à sa guise et selon ses envies pour combler tous les trous et prendre la mesure de ses supposées découvertes et prouesses techniques et surtout aussi partager en masse ce documentaire. Donc personnellement, et je pense que je suis pas le seul à penser ça, mais ce documentaire il m'a beaucoup perturbé. Non pas parce que son message me touche, mais c'est plus pour ses méthodes qui sont dignes des plus mauvais diseurs de bonne aventure. On va pas se le cacher.
Donc tout d'abord, ce qui est présenté comme factuel, c'est juste une mise hors contexte, comme je l'ai dit précédemment, d'éléments choisis par les réalisateurs pour servir leurs propos. Donc tout part d'un constat, il existe des choses trop étranges, trop complexes, trop compliquées à construire pour que ce soit l'œuvre de simple civilisation humaine de l'époque. Et du coup, on va tout faire pour trouver des éléments en ce sens. Alors qu'en archéologie, quand on va trouver des trucs sur un site, et des fois il y a des trucs qui peuvent paraître bizarres, on va essayer de les comprendre en fonction de ce que l'on connaît, de la civilisation, du contexte, etc. Mais ici, en fait, tout lien historique ou archéologique, il va être simplifié à l'extrême, il va être éludé, omis, ou alors présenté de telle manière à servir les propos du film, ce qui est déjà un petit peu plus dérangeant. Ce que le documentaire montre, c'est que les bâtiments sont impossibles à construire sans utiliser d'outils à la pointe de la technologie. Et par exemple, s'il y a un mur qui est construit avec des pierres de plusieurs tonnes bien agencées, c'est le signe d'une technologie supérieure perdue. Sauf que non, je pense que... Voilà, on peut trouver beaucoup d'exemples à travers le monde de grosses pierres qui pèsent parfois très très lourd, qui sont assemblées sans mortier, et le meilleur moyen de faire ça, c'est de placer ces grosses pierres les unes par rapport aux autres, en les découpant bien nettement pour les agencer, un peu à la manière d'un puzzle. C'est un principe basique de la construction dans l'Antiquité. De plus, à moins que les civilisations anciennes soient particulièrement bordéliques, ce qui est possible, mais j'en doute un peu quand même, il est normal qu'elles aient cherché à obtenir des murs bien taillés et découpés pour des édifices prestigieux. Donc alors de là à dire que ces découpes ne peuvent pas se faire sans utiliser de laser, vous voyez un petit peu le niveau de dénigrement qu'ont les réalisateurs de ce documentaire pour ces civilisations. Autre partie un peu dérangeante. Donc la rhétorique de l'anachronisme, qui consiste à utiliser des parallèles avec les technologies contemporaines, elle est ici érigée en fait en argument, ce qui nie toute autre forme de contexte historique. En fait, on s'en fiche du coup. Ouais. Et on parle clairement plus des peuples antiques, mais on commente avec une grille de lecture qui est déjà établie au préalable. Donc ça va être les mêmes choses pour les pyramides d'Égypte, qui sont mêlées aux pyramides méso-américaines, alors que le terme même de pyramide, il va être fondé sur une analogie qui est plutôt récente. En fait, quand on les compare même visuellement, on voit que ça n'a rien à voir. Donc pourquoi les comparer ? Surtout c'est sur deux continents différents, sur deux peuples différents. Et d'ailleurs, les conquistadors eux-mêmes, ils parlent pas de pyramides, ils vont parler de temples, ou encore d'églises ou de synagogues pour désigner ces bâtiments-là. Donc ça montre bien l'importance du contexte lorsqu'on va désigner quelque chose. Donc on va passer vite fait sur le fait que le documentaire il veuille nous montrer que la valeur de la vitesse de la lumière se retrouve exprimée en mètres dans la grande pyramide, et que du coup cette phrase même n'a aucun sens. Et on va continuer ce savoureux mélange terriblement indigeste à coups d'alignement avec des constellations et d'énigmes mathématiques en tout genre. Normal. Donc tout est mélangé, rien n'est remis en contexte, mais on s'en fiche parce qu'au final la révélation elle est là. Il s'agit d'un message que nous a laissé un peuple inconnu, plus sage et plus ancien. Donc quel est ce message, qui en est l'auteur ? Là encore, voilà, le documentaire il va nous laisser avec nos suppositions, sans nous avoir au passage bien tendu une énorme perche vers l'espace, les technologies supérieures et des êtres venus d'ailleurs. C'est quand même des êtres vachement sympas parce qu'ils ont pensé qu'on serait suffisamment intelligent pour trouver des trucs de merde sur leur pyramide en fait. Mais c'est ça qui est fou. Oui. Alors qu'en fait pas du tout du coup. Ça veut dire que si la théorie est vraie, c'est qu'on est vraiment des grosses merdes. Donc faut pas qu'on les trouve quoi. D'ailleurs au passage, j'y pense, il y a aucune civilisation qui n'a créé des monuments pour les civilisations d'après. En fait, quand une civilisation crée un monument, c'est pour elle avant tout. Oui. Ouais, c'est vrai. Et du coup, malheureusement, ce documentaire, et c'est semblable, parce que malheureusement, ce n'est pas le seul, c'est que la face émergée de l'iceberg. Donc il y a des communautés en ligne, aux chaînes YouTube, en passant par des émissions aussi qui passent à la télé. Donc toutes ces idées, elles ont tendance à se répandre comme une traînée de poudre, notamment depuis Internet. Et du coup, les documentaires, ils vont toujours être dans le sensationnalisme, et la communauté, elle va toujours devenir de plus en plus virulente, notamment à l'égard de l'archéologie. Et va surfer sur la vague de la défiance envers les officiels. Donc ça aussi, c'est le terreau bien fertile du conspirationnisme. En même temps, c'est quand tu rentres dans le cercle de la suspicion, tu peux ne pas en sortir en fait. Bah c'est ça, tu te mets à douter de tout quoi. Si tu penses que le monde tel qu'on te l'offre, il est pas bon, c'est pas le vrai, à partir de ce moment-là, c'est fini quoi. Enfin, et puis c'est rassurant, ça te permet d'avoir ta vision du monde, d'avoir ta communauté. Et puis de se dire voilà, moi je connais la vérité, je suis important, etc. De se donner une importance que tu n'as pas parce qu'en fait t'es comme tout le monde quoi, t'es pas grand chose. C'est ça. Eh oui. Ouais. Face à l'immensité de la galaxie. C'est triste. Alors une petite question. Oui, vas-y. Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on nous cache vraiment quelque chose, ou est-ce que ce courant,
c'est juste une évolution normale au final dans notre société? Alors, vaste question. Moi, je pense que j'ai une réponse à ça. Je pense que de tout temps, mais vraiment de tout temps, je pense qu'il y a eu des complotistes. Mais il y en a eu toujours eu pour dire que ce que disait le gouvernement ou ce que disaient les scientifiques était pas bon ou pas juste. Par contre, le truc qu'a en plus notre société, c'est comme tu l'as dit, c'est Internet. Ça permet à tous les gens qui sont comme ça de se mettre en lien et d'aller corrompre d'autres personnes, en fait. Et je pense que c'est grave. En fait, c'est ça qui est grave, c'est que ces gens peuvent communiquer les uns avec les autres. C'est comme les platistes, en fait. Avant, ils étaient tout seuls, et maintenant, ils sont tous ensemble. Faut quand même prendre un peu de recul parce que c'est pas genre ces gens d'un côté et les gens sains de l'autre. Non, bien sûr, mais le fait c'est que Internet en fait ça favorise les échanges très rapides. C'est ça. Et du coup si les échanges sont faciles et rapides et peuvent être voilà sans réflexion derrière, ça favorise le fait de réagir, ça favorise le fait de parler avant de réfléchir. Ça favorise une réaction et pas une réflexion, exactement. C'est ça, puis t'as une information qui est immédiate, t'as envie de réagir tout de suite c'est ça. De montrer tes positions ou ce que tu penses. Sans avoir réfléchi au préalable. Et c'est... Sachant que là, ce qu'on parle, c'est vraiment les échanges sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est des plateformes qui sont pensées pour que tu les utilises et pour que tu réagisses dessus le plus possible. Donc ils sont pas pensés pour que tu réfléchisses 3 heures avant de mettre un commentaire sur une vidéo YouTube. Enfin, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Mettez-le dans les commentaires. Ça va être la vanne de l'épisode, en fait, cette blague. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Il faudrait offrir un lot dans les commentaires. Celui qui a le plus commenté, voilà. Bon, bref, on va revenir sur notre sujet. Donc on a vu que souvent c'est des gens qui vont se présenter comme découvreurs d'un certain message caché. Donc cette figure un peu de mentor qui va émerger. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exemple du savant seul contre tous, comme Galilée, c'est plus valable dans notre société actuelle. Et donc si on nous présente une réponse miracle sur un sujet complexe, c'est déjà un petit peu douteux. C'est là où il faut commencer à réfléchir. Et pourquoi il est plus valable, pardon? Parce qu'en fait, Galilée, si tu veux, il est dans une époque où la science n'existe pas. Ouais. C'est l'Église qui prend c'est Dieu qui fait tout, de la chose morale et tout ce qui est transmission du savoir. Ah oui. Et du coup, si on se plie pas aux règles, c'est normal que ça plaise moins. Ok. Le truc, c'est que le paradigme, en fait, il a profondément évolué depuis, et la recherche, en fait, nous permet de progresser dans plein de domaines par, justement, la confrontation d'idées et d'hypothèses. Donc, en gros, c'est une remise en question constante. Donc, c'est valable dans la science, dans la médecine, les technologies, mais c'est aussi le cas pour les sciences humaines et aussi pour l'archéologie. Ok. Mais alors, si l'archéologie, ses médiateurs et ses vulgarisateurs ne parviennent pas à séduire un public réceptif à une vision un peu fantasmée de notre monde, peut-être qu'en fait c'est même plus du côté de l'archéologie qu'il faut se pencher. Et en effet, à y voir de plus près, le fait de sortir du contexte des artefacts ou des bâtiments pour servir un propos, le fait de mélanger époque, lieu, civilisation, au final en fait c'est pas tant les civilisations humaines qui intéressent ces personnes, mais plutôt la civilisation mystérieuse, celle qui est emplie de sagesse, celle qui viendrait des étoiles ou de l'Atlantide ou de je ne sais où, pour nous dire que l'écologie c'est bien et la guerre c'est mal, et qui sont d'ailleurs des messages qui sont extrêmement basiques, j'espère que c'est pas ça la révélation. Avec cette démarche, c'est vrai que en fait on n'a que faire des sciences humaines, ou de l'histoire ou de l'archéologie. En fait on a juste à chercher des choses qui sont cohérentes avec nos croyances. Mais au final, c'est un peu l'idéal de l'humanité, genre que l'humanité a toujours été seule, et du coup on s'invente des voisins pour éviter de devenir dingo, quoi. Mais c'est ça, et surtout quand tu vois qu'il y a plein de problèmes dans le monde, genre les guerres, plein de trucs, t'as envie de... C'est une idée utopiste, en fait. Ouais, ça, t'as envie de croire à une civilisation qui va venir te sauver, en fait. Mais c'est presque comme c'est les gens qui attendent des extraterrestres pour venir les sauver, c'est comme des gens qui attendent un messie qui viendrait les sauver, ou un dieu qui viendrait les sauver. Exactement. Quelque part, voilà, c'est une croyance. C'est une croyance. Ça devient une croyance. Et c'est au final le même problème qu'il y a. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là, au lieu de prendre des faits et de créer des hypothèses avec les faits, ils ont leur hypothèse et ils vont prendre les faits et les placer de telle sorte à ce que ça corresponde avec leur hypothèse. C'est clair. Mais du coup, ça n'est plus de la science, c'est effectivement de la croyance. Et c'est bien là le problème. Tout à fait. En fait, c'est même plus de la science, c'est de la théologie. C'est ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, parce que là, on est vraiment dans le sujet que je voulais aborder ensuite, c'est de parler un peu de l'origine de tout ça. Et du coup, de pouvoir remettre en contexte ces théories et prendre un petit peu de recul. Ok. Parce que c'est quelque chose qui se fait pas trop dans ce genre de documentaire, de remettre en contexte les choses. Donc on va reprendre depuis le départ. Donc on constate qu'il y a un syncrétisme de diverses choses dans le conspirationnisme en archéologie. C'est-à-dire un lien entre des éléments qui n'ont rien à voir entre eux, mais si on applique une théorie qui les englobe tous, ça a un sens. Par exemple, sur un exemple assez récent que j'avais lu dans un article, le fait de prendre par exemple 3 dieux, un dieu mésopotamien ou même plus, un dieu celte, un dieu aztèque, et que on remarque que chacun de ces dieux, il tient un panier à la main.
selon la pseudo-archéologie, ça devient une preuve que des êtres supérieurs, donc les dieux, ont apporté l'agriculture, représentée par le panier. Okay. Parce que les humains, tout seuls, ils ont pas pu découvrir l'agriculture. Et puis c'est vrai que quand on ouvre un livre d'histoire, ça est apparu comme par magie, l'agriculture. Ça, c'est le genre d'arguments qui peuvent donner avec beaucoup de raccourcis, hein, forcément. Légitimement, quand on est face à ce genre de choses, on peut se poser des questions. Genre, tu te dis, mais l'agriculture, c'est vraiment une technologie venue d'ailleurs? Est-ce qu'on n'avait pas de panier avant l'agriculture? Est-ce qu'on peut pas avoir 3 fois le même objet à 3 époques et lieux différents? Et est-ce que l'agriculture est vraiment apparue comme par magie au final? C'est des raccourcis complètement what the fuck. C'est exactement ça. Oui. Ouais. Mais ça n'a aucun sens en vrai. Ce ne sont pas des primaires qui font les analyses. Disons que c'est cohérent, genre, enfin, En fait, si tu réfléchis pas et que tu regardes juste le truc, tu vois 3 dieux avec 3 paniers qui apportent l'agriculture et tu dis, ok, c'est clairement un alien qui a amené l'agriculture à tout le monde. Enfin, faut de sacrées œillères. Une fois que tu y réfléchis, tu dis, bah non, c'est juste que l'agriculture c'est important pour tout le monde, donc tout le monde a un dieu de l'agriculture. C'est normal, c'est logique. C'est ça. Et quelles que soient les époques et quelles que soient les régions, enfin c'est. Mais si on se pose encore un peu plus sur cet exemple, en fait, on a plusieurs idées. On a deux idées de base, c'est que les dieux sont issus de personnages réels devenus sacrés. Donc ça a un nom, c'est un courant qui s'appelle l'évémérisme. Ah. Donc c'est un truc qui existe depuis le Moyen-Âge en fait, et ça servait notamment à dénigrer un peu les religions païennes en disant ce dieu, en fait il a existé dans l'histoire, donc c'est pas un vrai dieu. Ah oui d'accord. Okay. Et c'est une idée qui va être reprise aussi. Donc en fait c'est quelque chose de positif presque du coup pour l'époque en fait de faire ça entre guillemets non mais dans le sens pour que sublimer la puissance de Dieu, tu dis que les autres dieux sont des humains. Tout à fait. Donc du coup tu crées un mot pour désigner ça quoi. D'accord. Et la deuxième chose qu'on a avec cet exemple aussi, c'est une cosmogonie qui va être commune à toutes les civilisations. Et ça en fait ça vient d'une grille de lecture jungienne, donc Carl Jung, et ça c'est quelque chose qui va être repris aussi dans les mouvements New Age. Donc en gros pour faire simple, c'est s'appuyer sur une vision englobante et archétypale des croyances. Donc à l'époque de Carl Jung, qui est un psychiatre contemporain de Freud, ça faisait sens. Mais c'est plus forcément le cas avec le recul qu'on a aujourd'hui et avec les éléments anthropologiques qu'on peut amener à ce genre de réflexion. Donc cela va aboutir par la suite à un mouvement qui va être appelé le néo-évémérisme, où les extraterrestres seraient venus dans l'histoire de l'humanité pour intervenir sur les civilisations ou sur la création aussi de l'être humain. Donc chaque acteur de ce mouvement, il va se réclamer l'authentique découvreur de révélations extraordinaires. Mais en fait, il va s'appuyer en réalité, sans la citer, sur une tradition qui est beaucoup plus ancienne et qui remonte au courant ésotérique, notamment du 19e siècle. Au 19e siècle, il y a une figure qui est très très importante dans ce milieu, qui est Helena Blavatsky. Ah oui. C'est une occultiste russe qui est fondatrice de la théosophie, donc qui est une religion New Age, et elle évoque dans ses écrits les Atlantes. Rappelons au passage que l'Atlantide, c'est une fable avec une morale qui est écrite par Platon pour mettre en garde sa cité Athènes contre des risques de décadence. Il n'y a aucune autre source et aucune autre raison de penser que l'Atlantide ait bien existé. Donc dire que l'Atlantide est réelle, c'est déjà se baser sur une interprétation. Donc Blavatsky, elle va aussi parler de continents perdus, de géants bâtisseurs de monuments antiques, et des Ariens comme descendants des Atlantes. Et oui, on parle bien des Ariens, ce sont les mêmes que dans l'idéologie nazie, puisque Blavatsky va faire partie des figures qui ont inspiré les théories raciales du Troisième Reich. Et du coup, on a atteint le point Godwin, là, c'est ça? Oui. Yes. Bravo. Donc cette idée de peuple supérieur et de peuple inférieur que l'on retrouve dans les thèses actuelles encore, on voit que c'est très noté colonialiste, avec une lourde tendance raciste, qui est sous-jacente et qui nous renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire. Les anciens peuples, dans ce genre de théorie, c'est des peuples locaux qui sont dénigrés, stéréotypés, leur ingéniosité et leur passé est nié au profit d'une soi-disant civilisation supérieure. Ce qui alimente à mon sens la dangerosité de cette approche. Du coup, on n'est plus dans l'archéologie, on est dans l'idéologie. Et ça, c'est classe comme phrase. Ouais. Mais du coup, Blavatsky, elle est quand même un cran au-dessus de tout ce qui est ovni et tout ça, parce que tout à fait. La théorie des Ariens, c'est que les Ariens, c'est des humains. C'est une race au-dessus, mais c'est quand même des êtres humains. Donc n'importe qui, comme Hitler, peut se revendiquer arien s'il est humain. Donc c'est ça qui est dangereux. Parce qu'encore, les ovnis et les extraterrestres, on les connaît pas, ils existent pas, ils sont très très loin de nous. Mais quand ça se rapproche de l'humain, du coup, on peut trop s'identifier à ça et c'est là où ça devient dangereux. Quoi. C'est ça. Mais ce qui est fou, c'est de voir que les bases, en fait, c'est les mêmes. Ouais. Oui. C'est chaud.
Donc du coup, au 19e siècle, l'ésotérisme, la médiumnité, l'occultisme cherchent à contacter les esprits, y compris les esprits des morts, les esprits des anciens, mais aussi les esprits des autres planètes, afin de s'élever spirituellement. Donc on se réunit autour d'une table avec des techniques particulières, des moyens bien physiques et concrets de retranscrire les messages des esprits qui sont plus évolués que les hommes. Donc ces messagers extérieurs, ils désirent apporter des connaissances aux humains, des messages de sagesse et de salut. Ça devrait commencer à vous rappeler quelque chose. Donc les séances de spiritisme deviennent des sortes de cercles privilégiés pour acquérir des connaissances universelles accessibles à tous. C'est pourquoi ils présentent un grand intérêt, notamment pour les classes ouvrières à l'époque, et les mouvements populaires et à contre-courant de la société. Donc à l'époque, c'est plus le socialisme. Dans ces cercles, les participants ils peuvent acquérir du coup des connaissances qui sont supérieures à celles qui sont jusque-là réservées aux élites et aux bourgeois qui, eux, ont accès au monde universitaire. Donc Blavatsky et la théosophie, elle va apporter l'idée, elle va se baser là-dessus, elle va aussi apporter l'idée d'une sagesse perdue qui peut être reconstituée et d'une sorte de pré-religion à l'origine de toutes les religions actuelles. Et les théosophes, ils vont constituer de grands travaux d'études comparatives sur les textes et les religions. Ils vont affirmer qu'il y a des maîtres spirituels qui vivent cachés, notamment en Égypte, la terre des sagesses oubliées. Et du coup, n'importe qui peut avoir accès à ces messages de sagesse. Ah, c'est bien pratique. C'est très pratique en effet. Mais revenons à notre néo-évémérisme et nos extraterrestres, qui connaît un renouveau important depuis les années 1960, notamment avec ce cher Erich von Däniken, l'homme à l'origine des écrits qui sont mis en scène dans la série pseudo-scientifique que vous connaissez tous, qui est Ancient Alien, ou Alien Theory, je crois qu'elle a plusieurs noms. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu confirmes. C'est Ancient Alien Theory, ouais. Ok, j'étais pas sûr, et je t'avoue que j'ai pas revérifié. Dans tous les cas, c'est la même merde, de toute façon. Ouais. Mais du coup, ouais, ça se base sur les écrits de ce mec. Et donc pour lui, les vestiges archéologiques, ils vont servir de vecteurs des êtres supérieurs pour délivrer des messages de sagesse à l'humanité. Donc il va ajouter des idées héritées au 19e, les problématiques du 20e siècle, c'est-à-dire les voyages spatiaux, la menace nucléaire, la fascination aussi pour le bouddhisme, l'hindouisme, l'intérêt pour le paranormal, l'écologie, dans un système très syncrétique qui est aussi, au final, aussi lourd qu'absurde. Donc la base des pseudosciences, elle est bien là, on part d'une vision qui est la conclusion de ce que l'on veut prouver, et on tente de la justifier par des faits et des preuves qui vont dans ce sens. Donc en sciences cognitives, il s'agit de biais de confirmation. Du coup, ça donne une grille de lecture, un schéma un peu inversé, miroir à la réalité, sans remise en question ni autre forme de contexte, une sorte de fiction qui est au final un peu malaisante. Donc ces idées, elles circulent depuis plus de 150 ans maintenant. Elles ont évolué, se sont adaptées de nos jours, et même il y a de fantastiques œuvres de fiction qui s'en sont inspirées. Par exemple, ma série de jeux vidéo préférée, c'est Mass Effect. Mass Effect, ça parle de quoi? Ça parle d'extraterrestres qui ont observé l'humanité depuis des années, ça parle de ruines extraterrestres. Mais j'adore, mais ça reste de la fiction. Ce schéma de pensée, il a vraiment rien au final de révolutionnaire, il fait partie intégrante de notre culture, et il joue sur notre attrait pour l'étrange, l'insolite, avec des images bien préconçues que l'on a. Mais certains, en fait, ils ont du mal un peu à se remettre en question, et il y en a d'autres aussi qui vont profiter surtout de cette idéologie pour imposer des visions complotistes et se faire de l'argent sur la crédulité des gens, ou juste profiter du pouvoir et de la renommée que ça peut leur apporter. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsque je parle d'idéologie nauséabonde, c'est qu'elle a des répercussions graves aujourd'hui, même physiquement j'ai envie de dire. En plus de la perte de confiance dans l'archéologie officielle et de s'enfermer dans des schémas préétablis, il y a certains qui sont carrément dans l'illégalité et le pillage culturel. Je crois que c'est en 2016 par exemple, il y a un Français qui affirme avoir découvert des momies extraterrestres au Pérou. Ah oui, d'accord. Et il s'agit en réalité d'assemblage d'artefacts archéologiques et de mutilations contemporaines de véritables momies humaines précolombiennes, ce qui est en soi extrêmement grave, et j'espère que ce mec sera un jour rattrapé par la justice, parce qu'il le mérite. Ouais. C'est clair. Donc il a même lancé un crowdfunding qui a rassemblé des dizaines de milliers d'euros pour prouver que ces momies sont bien d'origine alien. Les analyses qu'il a fait faire sont présentées tronquées, et il fait aucun doute qu'il s'agit de l'œuvre de pillage archéologique, exposé avec une sorte de fierté qui est en somme très malsaine. Est-ce qu'il y a du blanc-au-noir sur certaines parties des phrases de l'analyse? Est-ce qu'il y a des taches de café et ce genre de conneries à la X-Files? Non, il n'y a pas de... Non, c'est juste qu'il va montrer des résultats d'analyse qui vont dans son sens, ou alors des scanners qui sont d'assez mauvaise qualité ou ce genre de choses. Ouais, non, mais c'est hallucinant comme histoire quand même. Ouais, j'avoue que c'est... Ouais, c'est vraiment hallucinant, et c'est même choquant.
Pour finir, enfin vous vous en doutez, si vous voulez vraiment savoir ce qu'est l'archéologie, vous venez nous parler, vous lisez sinon des articles ou des livres sur le sujet. Vous pouvez même commencer par Wikipédia, qui est pas mal. Puis les sources évoquées, vous confrontez certaines sources si certaines affirment remettre totalement quelque chose en cause, et vous continuez jusqu'à vous faire une idée globale et ne pas adhérer à telle ou telle vision. Quelque chose d'étrange de prime abord, ça peut avoir une explication tout à fait normale ou rationnelle avec une remise en contexte appropriée. Et pour aller plus loin, donc pour finir cette chronique, si le sujet vous intéresse aussi, je vous conseille de jeter un œil à tout un tas de chaînes YouTube qui vont parler d'archéologie, d'histoire, ou qui vont parler aussi de ce qui va pas dans l'archéologie alternative. Donc quelques exemples, l'Histoire nous le dira, donc c'est une chaîne qui va parler de culture générale en histoire. C'est une autre histoire qui est une chaîne qui va parler des préjugés, notamment dans l'histoire de l'art, très bonne qui va chaîne. aussi beaucoup parler d'histoire de l'art. Confession d'histoire, qui est sous la forme d'une web-série, va donner la parole à des personnages historiques, c'est assez drôle. Les revues du monde aussi, qui va parler de faits insolites en histoire et en archéologie. Passé sauvage, qui va aussi parler d'archéologie et d'anthropologie. Un exemple un peu particulier qui est Arcana, les mystères du monde. En fait, c'est une personne qui est passionnée d'histoire, d'archéologie, et qui en fait adhérait totalement aux thèses de la pseudo-archéologie. Et le truc, c'est qu'il s'en est rendu compte, et du coup, maintenant, il fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'avec le recul qu'il a, il va reprendre ses anciennes vidéos, il va parler de son parcours, etc. Donc ça peut être génial, ça. assez intéressant. Ouais. D'accord. Comment t'as dit, Arcana? Arcana, les mystères du monde. Et c'est quelqu'un aussi avec un C. Okay. C'est quelqu'un en fait qui est passionné à la base aussi d'ésotérisme. Du coup, il a pas mal de connaissances dans ce milieu, mais du coup maintenant il recontextualise beaucoup mieux que ce qu'il faisait à ses débuts. Ah, c'est trop bien. On peut aussi citer Temps Mort, qui est un archéologue qui remet un peu à leur place point par point les arguments des documentaires évoqués plus haut dans cette chronique, mais qui va aussi parler d'archéologie. Il y a aussi la chaîne Passé Recomposé qui fait à peu près la même démarche, et après des chaînes un peu plus générales sur l'esprit critique qui vont aborder le sujet de manière un peu plus ponctuelle, notamment Hygiène mentale ou La Tronche en biais. Ah oui, La Tronche en biais. Il y a Horizon Bulle aussi qui est très bon pour ça, pour tout ce qui est lié de connexion. C'est vrai, mais là je voulais vraiment garder ce lien avec l'archéologie vu que c'était mon sujet, mais ouais, tout à fait, il y a beaucoup de chaînes qui sont très intéressantes. J'ai envie de vous faire de la pub aussi pour un ancien collègue. Il y a la chaîne de Thomas Laurent aussi qui est très très bonne pour parler d'archéologie et des mystères, je mets des guillemets, de sites archéologiques. Donc c'est vraiment pas mal du tout aussi. Allez y jeter un coup d'œil si vous avez l'occasion. C'est Thomas comme Thomas et Laurent comme Laurent. Voilà, c'est tout bête. J'aimerais bien quand même finir cette chronique avec un point de vue, un peu un contre-point de vue. Dis-moi. Parce que du coup, les théories du complot et les théories d'aliens, etc., ça a quand même un certain avantage, qui est que, comme la SF ou pour la science ou pour la physique théorique, ça ouvre un petit peu l'esprit à d'autres possibilités. Et bien sûr, l'idée, c'est pas de prendre ça pour argent comptant et d'en faire un dogme, etc., mais au moins, ça a le mérite de laisser les personnes imaginer des choses. Ça se trouve, c'est faux. Ça se trouve, c'est vrai. Mais au moins, on garde l'esprit ouvert sur des possibilités. Ça, je trouve ça intéressant. Mais tout à fait, t'as raison. Et d'ailleurs, on le voit avec les œuvres qui s'inspirent de ça, les œuvres de fiction. C'est souvent des œuvres de qualité. Genre, Stargate, c'est génial, par exemple. C'est des trucs trop bien. C'est ça le pire, c'est que c'est souvent... X-Files aussi, c'est génial. Souvent vachement cool. Mais en fait, le truc, c'est que moi, en tant qu'archéo, j'adorerais vraiment que après mes études, j'ai signé un papier et qu'on me dise, en fait, gars, on doit tout aux extraterrestres, mais tu dois pas le dire. J'adorerais vraiment être en communication avec des hommes en noir qui me disent de pas parler de mes recherches et de pouvoir avoir des cadavres d'extraterrestres. C'est clair. Ça aurait été trop cool, mais c'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité, bien sûr. C'est bien de le retrouver en fiction parce que c'est putain de cool quand même en vrai comme idée. Et je comprends que les gens kiffent et ont envie que ce soit ça, mais la réalité est beaucoup plus terre à terre, quoi, malheureusement. Mais bien sûr, la réalité est terre à terre, mais c'est bien, tu vois, de garder un imaginaire autour de ça. Oui, mais totalement. De toute façon, si on considère que c'est une religion, toute religion apporte son lot d'imaginaire. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Supernatural, c'est une série qui se base sur la religion chrétienne. Exactement. Il y a plein Constantine ou tous ces trucs, toutes ces genres de séries. Dernièrement, il y avait Grimm aussi, qui était une série très très bonne, qui se base sur tous les personnages de contes, d'imaginaire, des différents lieux. C'est un boulevard à imaginaire, en fait, ce genre de choses. Si on reprend aussi l'occultisme, le spiritisme, tout ça, qui était un peu entre grosses guillemets les théories du complot du 19e, pareil, ça a marqué un imaginaire de tout le monde. C'est clair. Plusieurs générations jusqu'à nos jours, et c'est des choses qui nous fascinent encore. Ouais, c'est clair. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit,
N'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées, puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.